Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Merci de nous recevoir chez vous avec tout le respect que je dois aux téléspectateurs qui prennent 1 heure de leur temps pour regarder ce programme hebdomadaire d'information politique, économique et touristique. Vous écouterez ce monsieur, le grand Mopao, Koffi Olomide, parler de la Côte d'Ivoire, parler du président Alassane Ouattara. Je suis Consti Eka, restez des nôtres. S'il est vrai qu'en Côte d'Ivoire, l'actualité politique est très dense, rien de plus normal que d'y revenir. Le pays présidé par son Excellence Alassane Ouattara, qui, pour la circonstance, a été sous d'autres cieux en Corée. Mais nous parlons de la Côte d'Ivoire, juste après la réclame. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien, s'est envolé pour Séoul et où il est arrivé dimanche 2 juin 2024 pour prendre part au sommet Corée du Sud-Afrique. Reportage Ousmane Koulibaly, Lévit Vonon, Marcel Bassolé, Charlotte Abdoulaye. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, est arrivé le dimanche 2 juin 2024 à Séoul, où il prendra part au premier sommet Corée-Afrique prévu les 4 et 5 juin. Ce sommet est le témoignage de la forte détermination mutuelle de la Corée et du continent africain à renforcer leur partenariat et à élever leur coopération à un niveau supérieur. En cours des travaux, les participants réfléchiront à des solutions pour relever les défis mondiaux actuels, notamment la réponse au changement climatique, la sécurité alimentaire, la stabilité de la chaîne d'approvisionnement et la sécurité sanitaire. Notons qu'en marge du sommet, le président ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, aura un entretien avec son homologue coréen sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Corée, ainsi que sur plusieurs sujets d'intérêt commun. Le chef de l'État échangera également avec plusieurs personnalités, dont l'ancien secrétaire général aux Nations Unies, M. Ban Ki-moon, et des hommes d'affaires coréens. Allons tout de suite au Bénin, le pays du président Patrice Talon. Patrice Talon, qui, à travers une conférence de presse, n'est pas allé de main morte, a pris les choses en main en décriant une situation qui mine l'UMOA, qui mine la CEDEAO. Le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, clarifie sa position sur le retrait des États qui composent l'AES de la CEDEAO, à savoir le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Une situation quelque peu inquiétante et qui a attiré l'attention fort belle du président de la République du Bénin et qui ne va pas de même honte avec des mots précis, comme nous le reporte ici Charlotte Abdoulaye. Le ramollissement du chef de l'État béninois, son Excellence Patrice Talon, dans la crise nigérienne, le temps des menaces et des exigences de la CEDEAO n'est plus à l'ordre du jour. Le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, est agacé par des sanctions qui ont trop duré. Nous sommes les premiers à vouloir que les sanctions s'arrêtent. Moi, je suis pressé d'enlever les sanctions. Ça parce que ça pose des préjudices graves au Bénin. Non. Et je veux que les Béninois le sachent, ça. Ça cause des préjudices au Bénin, c'est sûr. Mais ça cause plus de préjudices au Niger qu'au Bénin. Nos frères nigériens souffrent plus que nous de ce qui se passe. Et ce sont nos frères et sœurs. Donc il est temps pour nous de lever ces mesures-là, qui n'étaient pas destinées à durer. Le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, va plus loin en appelant ses pairs de la CEDEAO d'accepter la volonté de Niamey, Bamako et Ouagadougou. Si j'ai l'occasion de l'exprimer au sein de la conférence des chefs d'État, je le dirai, c'est qu'il faut tout laisser tomber. Que veulent les Maliens? C'est OK. Que veulent les Burkinabés? C'est OK. Que veulent les Nigériens? C'est OK pour que cette décision de séparer les peuples n'aille pas plus loin que l'intention ou à la déclaration. On peut le dire, revenir. Le chef de l'État béninois, son Excellence Patrice Talon, est loin de dédouaner les autorités de Niamey. Si la situation s'est dégradée, c'est aussi leur responsabilité dans la mesure où elles ont rompu tout contact. Et on a passé ce message au Niger. Je l'ai fait à titre personnel.
On dit le moment est arrivé où nous devons dire, bon, maintenant, trêve des discussions, des relances, des recommandations, des sanctions et consorts. Dites-nous exactement ce que vous voulez, on va vous accompagner. J'ai dit, moi, personnellement, je suis prêt, au sein de la conférence des chefs d'État, à défendre la position qui est la mienne aujourd'hui en disant, le moment est arrivé pour qu'on fasse trêve de tout ça et qu'on repart de zéro et qu'on prenne acte de ce qui se passe. Et si les autorités nigériennes nous disent ce qu'ils veulent. Parce qu'après tout, personne de la conférence des chefs d'État ne peut dire au nom des Nigériens ce qu'ils veulent. Vous voulez une transition? Vous ne voulez pas une transition? Vous voulez une transition de 6 mois ou de 4 ans ou de 5 ans? Mais dites-le. Puisque la responsabilité nous impose de ne pas statuer dans le vide. Pour statuer, il faut quelque chose. Dites-nous ce que vous voulez, on va statuer dessus et puis on va vous accompagner. Parce que le peuple du Niger est en difficulté avec ces sanctions-là depuis. On n'a pas de suite de réponse. Oui à la levée des sanctions, oui au dialogue. Le chef de l'État béninois est contre le retrait des 3 pays de la CEDEAO. J'ai parlé au téléphone avec un des 3 présidents. À un moment donné, il faut tout dire. Et je lui ai dit, c'est pas bien. Moi, je conçois que les présidents du Niger, du Burkina disent à un moment donné, on suspend notre participation aux organes de ces institutions-là. Ça se comprendrait. Mais dire que je veux détacher le peuple burkinabé, malien, nigérien du peuple béninois, togolais, sénégalais, le problème, c'est pas entre les peuples. Or, ces décisions qu'ils ont prises sont des décisions qui séparent les peuples. Et ça, c'est pas normal. Et c'est pour ça que moi, celui à qui j'ai parlé tantôt, j'ai dit, ça allait trop loin. Nous allons trop loin, là. Il faut qu'on se revoie. Alors que dire du Sénégal qui met l'organisation régionale face à ses responsabilités? Et ce qu'on observe au Sénégal qui est regrettable est de nature aujourd'hui à nous interpeller sur le rôle des communautés auxquelles nous appartenons. Est-ce que la CEDEAO, l'UMOA, cette fois-ci doit condamner ou non? Est-ce qu'elle doit condamner ou non? Quand on condamne, on dit qu'il ne faut pas condamner. Quand on sanctionne, on dit qu'il ne faut pas sanctionner. Il faut faire quoi? On va dire oui, mais si vous avez condamné ici, il faut condamner là. D'accord, on l'a fait. Après le Mali, la Guinée, le Burkina, on l'a fait. On dit bon, 1, 2 fois. Vous savez que le Burkina n'a pas été sanctionné. Du tout. Mais le Niger, oui, parce qu'on a dit, à un moment donné, trop c'est trop. Ce trop c'est trop là continue. Il y a encore un trop qui vient dessus. Il faut faire quoi? Est-ce que la CEDEAO doit condamner? Dire non, ce n'est pas admissible? Non, revenir en arrière? Non, si ce n'est pas fait, voilà les sanctions. Ce point de presse a donné l'occasion au chef de l'État béninois de réitérer sa volonté de ne pas briguer un 3e mandat à 2 mois de la fin du 2e mandat. Nous allons tout de suite au Mali. Le Mali, le pays du président Assimi Goïta. Et au Mali, nous allons parler de la remise du rapport des États généraux de l'éducation au président de la transition, chef de l'État malien, le colonel Assimi Goïta. Reportage Charlotte Abdoulaye. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a officiellement reçu ce mardi 12 mars 2024 à Koulouba le rapport des États généraux de l'éducation. Cette cérémonie a enregistré la présence du Premier ministre, du président du Conseil national de transition, du ministre de l'Éducation nationale, du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement ainsi que d'autres membres du gouvernement. Les États généraux ont fourni le cadre idéal pour une analyse diagnostique de l'état actuel du système éducatif malien, combiné à une analyse des attentes exprimées par les populations maliennes, des recommandations des différents forums sur l'éducation au Mali depuis la réforme de 1962 jusqu'au PRODEC 2 en 2019, ainsi que des systèmes endogènes de l'éducation au Mali. Aucun pays ne peut se développer sans un système éducatif de qualité qui offre la chance à toutes ses filles et à tous ses fils de s'éduquer, de s'instruire et de se former. La Constitution du 22 juillet 2023, et que j'ai eu l'honneur de promulguer au nom de notre peuple, réitère le droit à l'éducation pour tous les enfants du Mali sans discrimination aucune. Le gouvernement de la transition a également inscrit l'éducation au nombre
des priorités du plan d'action gouvernemental. Nous sommes également conscients des nombreux défis qui se posent au système éducatif du Mali. Nous savons aussi que ces défis sont énormes et cependant, ils ne sont pas insurmontables. Et c'est pourquoi je me réjouis de constater que le processus des États généraux a été conduit de façon inclusive et participative, conformément à notre souhait de donner la parole au peuple malien pour redéfinir le type d'hommes et de femmes à former dans le Mali courant. Le président de la Commission nationale d'organisation, Dr Kolonia Edmond Dembélé, a présenté le rapport au président de la transition, chef de l'État du Mali, tout en le remerciant pour cette initiative. S'il est vrai qu'il y avait eu beaucoup de remue-ménage, beaucoup de remous sur la nouvelle vision politique que s'était octroyé le Togo, chose contraire est de savoir l'adhésion populaire et massive du peuple togolais à la nouvelle voie qu'a choisi le pays dirigé par son Excellence Faure Essossimba Yassimbe. Au Togo, les élections législatives sont remportées par la majorité présidentielle. Il faudrait aussi préciser qu'enfin, la Cour constitutionnelle a validé tous ces résultats, comme nous le rapportent ici Gérard Richard Gozo et Marcel Bassolé. Sans surprise, la Cour constitutionnelle du Togo a consolidé les résultats provisoires des élections législatives du 29 avril 2024, donnant une écrasante majorité au parti présidentiel. À quelques exceptions près, l'Assemblée nationale sera monochrome. Djobo Babakane Coulibaly, président de la Cour constitutionnelle, l'a annoncé le lundi 13 mai 2024 au siège de l'institution à Lomé. Considérant qu'il ressort de ce rapport que 113 candidats sont élus députés. Eu égard aux éléments du dossier, il y a lieu de déclarer que le scrutin s'est globalement bien déroulé. Aucune modification significative par rapport aux résultats annoncés par la commission électorale, avec 108 députés pour le parti au pouvoir, sur les 113 au total. Plusieurs candidats ont déposé des recours pour contester les résultats ou fournir des preuves de fraude, mais la Cour n'a pas donné d'interview à ce sujet. Selon certaines informations, le parti d'opposition DMP avait déjà diffusé un communiqué dimanche 12 mai 2024 décrivant les recours déposés. Les résultats seront annoncés le lundi 13 mai 2024, ce qui étonne la DMP, alors que les derniers recours ont été transmis le jeudi 9 mai 2024 au soir. Mis à part l'opposition, les candidates indépendantes ont également fait recours, comme Emmanuel Palanga, candidat aux législatives pour le mouvement de la jeunesse libre, dans la région de la Kossa, dans le centre du Togo. Aucun député pour le mouvement de la jeunesse libre. De plus, son recours à la Cour constitutionnelle a été rejeté. Pourtant, il avait joint plusieurs vidéos comme celle-ci. C'est des bulletins prévotés, unis par une dame, elle est déléguée du bureau de vote. Ça fait 30 bulletins qu'elle avait sous la main dans l'isoloir. Et sur les 30 bulletins, 29 étaient déjà prévotés. Dans cette vidéo, il est évident que les bulletins ne possèdent pas la vignette, indispensable et nécessaire pour leur validation. Cette dame étant rapporteuse au bureau de vote, selon le mouvement de la jeunesse libre, elle aurait pu ensuite ajouter les vignettes. En ce qui concerne le parti au pouvoir, le jour est célébré. Certains militants réunis au siège national du parti se réjouissent d'avoir obtenu 95% de la majorité à l'Assemblée nationale. Parmi ces militants, on retrouve certains députés élus, dont l'honorable Ibrahima Menounatou, vice-présidente du parti et élue à Lomé. Elle refute les accusations de corruption. Dans chaque bureau de vote, vous avez des représentants de chaque candidat. À quel moment alors a-t-on pu bourrer les urnes? Est-ce qu'on a bourré des urnes dans 39 préfectures du Togo? Non. La Cour constitutionnelle n'a pas été saisie par le parti UNIR. Les recours pour les élections régionales sont encore en cours d'examen. Direction le Burkina Faso, ce pays des hommes intègres, ce pays frère à la Côte d'Ivoire. Et là, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont fait ce qu'on appelle la paix des braves.
Le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, son Excellence Téné Birahima Ouattara, s'est rendu au Burkina Faso afin de rencontrer son homologue burkinabé. Au milieu de cette rencontre, la décrispation des relations ivoiro-burkinabé et surtout la lutte contre le terrorisme. Ousmane Coulibaly et Constant Ricard. La décrispation dans les relations entre les deux pays frères, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, est à l'initiative de la visite de son Excellence M. Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, auprès de son homologue du Burkina Faso, le général Kassoum Coulibaly, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants du Burkina Faso. Rencontre qui, entre autres, devra mutualiser des efforts dans la lutte contre le terrorisme. Les deux ministres d'État se sont rencontrés à Nyankoloko pour parler de la gestion de la frontière entre les deux pays en période de crise. La rivière Le Rabat, que surplombe un pont, sert de frontière à cet endroit précis entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. C'est à cette frontière que la partie burkinabé est venue accueillir la délégation ivoirienne. La délégation du Burkina Faso est conduite par le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, le général Kassoum Coulibaly, qu'accompagne le ministre délégué chargé de la sécurité et des chefs militaires. Il est 9h35 lorsque la forte délégation ivoirienne arrive au rendez-vous comme prévu. Conduite par le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara. Comment ça va? Comment allez-vous? Ça va bien. Le ministre de la Sécurité. Comment allez-vous? Ça va bien. Après cet accueil qui traduit de fait la fraternité des peuples ivoiriens et burkinabés qu'incarnent toutes ces deux délégations qui se dirigent vers la mairie de Nyankoloko sous haute sécurité pour la circonstance. C'est le lieu choisi pour cet entretien entre les deux ministres d'État et leurs délégations respectives. À l'entame des travaux, les deux ministres d'État se sont retirés pour un tête-à-tête qui aura duré 1 heure d'horloge. S'en est suivi la plénière et enfin, les deux pays se parlent après une brouille liée simplement à la gestion de la frontière marquée par l'arrestation des soldats de part et d'autre. C'est alors que M. Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, prend en premier la parole. Cette rencontre que nous avons souhaitée, nous, partie ivoirienne, était très utile pour nous permettre de nous parler. Je voudrais donc, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, vous remercier, qui donc apporte son salut fraternel à son jeune frère, le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Je voudrais, Monsieur le ministre d'État, vous dire que les peuples qui sont de part et d'autre de ces frontières sont des peuples qui ont pratiquement beaucoup de choses en commun. Nous avons en commun parfois la langue, nous avons en commun des cultures, nous avons en commun beaucoup de choses. Et pour ce faire, ces deux peuples doivent tout faire pour rester ensemble. C'est la raison de ma visite ici ce matin à Nyankoloko pour que nous puissions nous parler. S'il y a des points d'achoppement, que nous puissions les régler, que nous puissions aller de l'avant. Toute caméra exclue pour permettre dans la sérénité le démarrage des travaux qui ont duré 6 heures d'échange pour enfin au sortir rédiger un communiqué conjoint gardé confidentiellement, paraphé séance tenante par la partie ivoirienne et burkinabé, qui donne ainsi espoir, selon les deux ministres d'État, dont la parole reviendra au général de brigade Kassoum Coulibaly, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants du Burkina Faso. Nous avons vraiment favorablement accueilli cette demande qui nous a été faite par nos collègues. Et grand merci encore pour ce geste qui matérialise une fois de plus la fraternité, les liens séculaires qui existent entre nos deux pays. Les rencontres, c'est toujours bien et nous espérons que nous reprendrons un nouveau départ dans le cadre de raffermissement des relations entre nos deux pays pour lutter efficacement contre le terrorisme dans notre sous-région et les différents trafics qui ont lieu à la frontière commune entre nos deux pays.
Que Dieu bénisse nos deux pays, que Dieu bénisse nos peuples et que nous puissions ensemble vivre heureux et joyeux. Après avoir remercié son homologue ivoirien pour cette noble initiative, le ministre d'État Tene Birahima Ouattara s'est dit rassuré. Je peux vous rassurer que nous quittons Niangoloko avec le cœur rempli de joie. Nous avons passé en revue tous les points des relations entre les deux pays. Et je peux vous assurer que cette réunion de Niangoloko donnera un nouveau départ aux relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. On ne peut que se féliciter de ce qui vient de se passer ce jour. Je n'en dirai pas plus. Et tout ce que je peux dire, vive la coopération, vive la fraternité entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. 5 points traités à l'ordre du jour au cours de cette rencontre doivent connaître des avancées significatives pour le bonheur des populations ivoiriennes et burkinabées. C'est alors que les travaux ont pris fin sous une très bonne ambiance détendue dans le respect des valeurs africaines et la délégation ivoirienne a été fraternellement raccompagnée à la frontière. Le Gabon, ce petit pays de par sa superficie et sa population, mais grand pays de par ses hommes et ses idées, et surtout une leçon donnée à la planète avec cette très belle transition, ce pays dirigé par le général Brice Clotaire Oligui Nguema. L'occasion est de très haute facture, à savoir la rentrée de la Cour constitutionnelle gabonaise. La Cour constitutionnelle gabonaise, qui a fait sa rentrée solennelle en présence du chef de l'État gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, en présence de toutes les forces vives de la nation. Tout de suite, cette rentrée solennelle avec la présence du chef de l'État gabonais, président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Reportage Teddy Ossé, Raoul Sankoué. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État gabonais, a pris part au palais de la Constitution gabonaise à l'audience solennelle de rentrée 2024 de la Cour constitutionnelle gabonaise en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature. Cette cérémonie consacrée par la loi organique numéro 9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour constitutionnelle a vu la présence du docteur Marie-Madeleine Borantsouo, président honoraire de la Cour constitutionnelle gabonaise, des juges constitutionnels, des parlementaires, des confessions religieuses, des membres du gouvernement, du corps diplomatique et des représentants des organisations internationales. Et réitérant ses vœux de nouvel an aux différents hôtes, le président de la Cour constitutionnelle, M. Dieudonné Abba Owono, a dans son mot de circonstance fait au président de la transition un bilan d'étape de l'institution qu'il dirige depuis plus de 4 mois sur les activités juridictionnelles et le fonctionnement institutionnel de la dite juridiction. Ainsi, elles ont été ponctuées par une trentaine de décisions rendues par la Cour constitutionnelle relatives aux requêtes émanant des citoyens et des partis politiques. L'affermissement de la démocratie et la consolidation de l'état de droit sont, entre autres, les missions essentielles dévolues à la Cour constitutionnelle. Je voudrais vous rappeler à ce sujet que dans quelques semaines, vous serez amenés à divers titres à prendre part aux assises nationales dont les orientations aideront grandement à dessiner les contours de la nouvelle République inclusive, démocratique, mais surtout porteuse d'efficacité que nous voulons voir bâtir. Ayez à l'esprit les acquis, mais également les faiblesses des résolutions de notre conférence nationale de mars et avril 1990. Si les futures élections générales avec leurs calculs politiciens sont, comme en 1990, en ligne de mire des acteurs politiques classiques, que le plus grand nombre d'entre vous n'oublie jamais d'où nous venons et vers quel abîme avons-nous failli être précipités, de manière à avoir, sous la forme d'un bréviaire, la formule triviale qui suit. Plus jamais ça. La présence du général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État gabonais, à cette cérémonie est un signe d'attachement au respect des principes constitutionnels, la restauration des institutions ainsi qu'à la stabilité de la Constitution. Que vous tous, futurs animateurs de ces assises
ne perdiez jamais de vue qu'il nous faut, loin du tumulte des émotions, des pressions extérieures ou du banal mimétisme, puiser dans nos racines profondes afin de valider le modèle le mieux à même de nous préserver de toute déchéance pour les prochaines décennies. L'objectif consistera in fine à faire preuve d'ingéniosité pour mettre en place un système politique équilibré qui, sans ignorer les mécanismes existants, tiendra compte du contexte et de l'histoire qui sont les nôtres. Les missions premières de la Cour constitutionnelle qui consistent à raffermir la démocratie et consolider l'état de droit. Le président de la dite institution a exhorté toutes les composantes de la société qui prendront part aux prochaines assises nationales à faire preuve d'ingéniosité et de faire des propositions en vue de mettre en place un système politique équilibré qui tiendra compte du contexte et de l'histoire du Gabon. Des orientations qui aideront grandement à dessiner les contours de la nouvelle République porteuse d'efficacité. Sur le plan institutionnel international, la Cour constitutionnelle gabonaise de transition a retrouvé sa place parmi ses pairs et confirmé la tenue des engagements internationaux du Gabon dans ce domaine. Il est simplement important de rappeler aux uns aux autres, surtout à tous les parents, que les vacances arrivent, les vacances annuelles de nos différents enfants, de nos élèves. Certains seront des futurs bacheliers. À cette occasion, rien de plus normal de ne plus s'essayer à vouloir leur faire faire des études hors du continent africain. L'Afrique regorge aujourd'hui des meilleurs professeurs aguerris à la chose universitaire. Nous avons aujourd'hui le meilleur savoir et adapté aux réalités de notre continent. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons l'université qui est notre partenaire officiel, à savoir l'UIL du côté de Libreville au Gabon. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de ce séjour du président italien, M. Sergio Mattarella. Un séjour prévu pour 3 jours. Et à la deuxième journée de ce séjour en Côte d'Ivoire, le président Ouattara, son Excellence, le chef de l'État de Côte d'Ivoire, lui a accordé un entretien à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. À cette occasion, le 3 avril dernier, au palais présidentiel, le deuxième jour, comme je l'ai indiqué, de ce séjour prévu pour 72 heures, le chef d'État italien en Côte d'Ivoire a été reçu par le président de la République, son Excellence, Alassane Ouattara, au palais présidentiel situé au cœur même du plateau à Abidjan. Reportage pour CNN, Ousmana Koulibaly, Marcel Bassolé. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, le ministre de l'Intérieur, précède l'arrivée au palais présidentiel du chef de l'État de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, dont le cortège fait son entrée dans l'enceinte du palais de la présidence de la République. Le mercredi 3 avril 2024, il est très exactement 10h57. La raison est salutaire, la visite officielle du président de la République d'Italie, qui lui à son tour, ainsi que la forte délégation qui l'accompagne, arrive à 11h.
accueillis sur le perron du palais présidentiel par son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire. Les deux personnalités politiques posent pour la photo officielle. C'est alors que les deux chefs d'État font leur entrée dans le palais présidentiel pour une séance d'entretien qui aura duré plus d'une heure d'horloge en présence du côté ivoirien de M. Thiemo Komele Kone, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Fidel Sarasoro, ministre, directeur du cabinet présidentiel, M. Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur, M. Kakou Wadja Léon Adom, ministre des Affaires étrangères, et Mme Masséré Touré Kone, secrétaire générale de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Tous face à une imposante délégation italienne qui justifie le caractère officiel et respectueux de la relation entre la Côte d'Ivoire et l'Italie dans nombreux domaines, ainsi qu'une amitié entre les deux chefs d'État ivoiriens et italiens. C'est à la fin de ce fructueux entretien qu'un point de presse face à la presse nationale et internationale sera accordé par le président de la République d'Italie, son Excellence Sergio Mattarella, aux côtés du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Monsieur le Président, je suis très heureux de vous accueillir en Côte d'Ivoire à l'occasion de la visite officielle que vous effectuez dans notre pays. Je vous souhaite à vous-même ainsi qu'à l'importante délégation qui vous accompagne le traditionnel Akwaba en terre ivoirienne. Akwaba veut dire bienvenue, Monsieur le Président. La Côte d'Ivoire et l'Italie entretiennent des liens d'amitié depuis l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays en 1961, c'est-à-dire quelques mois seulement après l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, nous avons passé en revue la coopération entre nos deux pays et nous nous sommes félicités du dynamisme et du renforcement de nos relations au cours de ces dernières années. En effet, le volume des échanges commerciaux bilatéraux globaux est en constante hausse. Il est passé de 483 millions d'euros en 2021 à plus de 595 millions d'euros en 2022, soit une hausse de plus de 23%. Nous avons aussi noté avec satisfaction l'implantation d'environ 80 entreprises italiennes en Côte d'Ivoire. Et à cet égard, nous nous sommes félicités de la fructueuse collaboration avec le groupe Eni, qui a récemment fait la découverte avec Petrosi d'importants gisements de pétrole et de gaz pour des investissements de 9 et 6 milliards de dollars respectivement pour Baleine et Calao, c'est-à-dire 9 milliards de dollars pour Baleine et 6 milliards de dollars pour Calao. Nous encourageons les entreprises italiennes à s'intéresser également à la transformation du cacao et de l'anacarde. Monsieur le Président, au cours de nos échanges, j'ai salué la ferme volonté du gouvernement italien, dirigé par le président du Conseil, Mme Giorgia Meloni, de donner un nouvel élan à la coopération avec le continent africain. Oui, cela s'est traduit par la tenue en janvier 2024 du premier sommet Italie-Afrique, au cours duquel le plan Mattei, un plan d'investissement opérationnel d'un montant global de 5,5 milliards d'euros, a été lancé dans les domaines prioritaires de l'éducation, la formation professionnelle, la santé, l'économie, l'énergie, l'eau, la sécurité alimentaire et les infrastructures. Je me réjouis que la Côte d'Ivoire ait été sélectionnée pour le volet santé, comprenant les femmes, les enfants et les personnes vulnérables. Nous avons aussi évoqué les questions liées à la lutte contre la migration irrégulière, ainsi que le choix porté sur la Côte d'Ivoire pour être parmi les pays bénéficiaires du programme 2023-2025 du flux d'entrée légaux en Italie pour les travailleurs étrangers. Je vous ai réaffirmé
la disponibilité de la Côte d'Ivoire à continuer à œuvrer dans le cadre de l'accord signé entre les deux ministres en charge de la sécurité, à lutter contre la migration irrégulière en direction de l'Italie. En ce qui concerne la situation sous-régionale et mondiale, nous avons noté que la situation est préoccupante dans notre sous-région et dans le monde du fait des changements climatiques, mais également au plan politique des changements anticonstitutionnels dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, des attaques de groupes armés terroristes et bien évidemment de la crise en Ukraine et de la situation à Gaza. Il est nécessaire de trouver urgemment une solution à ces crises et de permettre, surtout pour Gaza, l'accès humanitaire dans cette enclave. Je voudrais, Monsieur le Président et chers amis, vous renouveler mes remerciements pour votre visite et vous réaffirmer la disponibilité de la Côte d'Ivoire à œuvrer au renforcement des relations historiques d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Bon séjour en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a rappelé à la presse nationale et internationale les excellentes relations entre l'Italie et la Côte d'Ivoire, ainsi qu'un tour horizon qu'ils ont effectué durant leur entretien sur l'économie nationale, le terrorisme, la situation dans le Moyen-Orient, avec une grande satisfaction du président italien sur les excellentes relations de coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire, comme il l'a confirmé, date de 1961. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président, de l'accueil que vous m'avez réservé, que vous avez réservé à ma délégation. Les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Italie sont excellentes en raison de l'amitié qui existe entre nos deux pays et également du fait que nous partageons les mêmes valeurs fondamentales qui sont celles de la paix, de la solidarité et du dialogue entre les pays. Nous avons exprimé également notre engagement en vue de la stabilité et du développement du continent africain et de l'Afrique de l'Ouest notamment. L'Italie a été présente en Côte d'Ivoire dès son indépendance et la collaboration et le dialogue entre nos deux pays n'ont cessé de se développer et ce de plus en plus car l'Italie considère la Côte d'Ivoire comme étant un partenaire important. Nous avons parlé avec le président Ouattara d'accroître, de renforcer notre collaboration également dans le domaine culturel, dans le domaine des universités, également de l'échange de jeunes. J'ai remercié le président Ouattara de la contribution de la Côte d'Ivoire à l'économie italienne. J'ai également remercié le président Ouattara pour son appréciation du plan Mattei, dont le but est de travailler en commun pour développer le continent africain. Et nous comptons beaucoup sur la collaboration de la Côte d'Ivoire, Monsieur le Président, pour concevoir, décider et mettre en œuvre des initiatives, des actions dans le domaine de la formation, par exemple, et dans d'autres domaines dont nous avons parlé. Et ce, parce que nous sommes convaincus d'un avenir commun entre l'Afrique et l'Europe, d'un partenariat qui doit être concret, qui doit être égalitaire, qui doit être basé sur le respect mutuel. Nous reconnaissons le rôle de la Côte d'Ivoire en faveur de la stabilité dans la région et nous soutenons l'action de la Côte d'Ivoire et de la CEDEAO qui est très importante dans ce domaine, justement pour renforcer la stabilité dans la région. Ce qui nous unit également, Monsieur le Président, c'est notre lutte contre le terrorisme djihadiste qui met en danger la coexistence paisible entre nos peuples. L'Italie souhaite contribuer aux activités de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, qui a son siège ici en Côte d'Ivoire. Également, je voudrais souligner notre détermination à lutter contre la piraterie et les trafics dans le golfe de Guinée. Nous avons également parlé de la crise en Europe et au Moyen-Orient. Et nous avons beaucoup apprécié la position de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de l'agression de l'Ukraine par la Russie.
position de la Côte d'Ivoire qui est pleinement conforme aux valeurs et aux principes des Nations Unies. Et je voulais aussi renouveler à Monsieur le Président et à tout le peuple ivoirien nos félicitations pour avoir remporté la Coupe d'Afrique. Les éléphants, la victoire des éléphants qui a été un grand succès non seulement dans le domaine sportif mais également sur le plan de l'organisation. Après une demi-heure d'horloge face à la presse nationale et internationale, teintée parfois d'humour respectif des deux chefs d'État, la cérémonie s'est achevée à la grande satisfaction générale du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, et son homologue italien, son Excellence Sergio Mattarella. C'est alors qu'en soirée, aux environs de 20h, un dîner d'honneur a été offert au président Sergio Mattarella, président de la République italienne, ainsi que toute la délégation qui l'accompagne. Un dîner d'honneur au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, dans la pure tradition d'accueil en Côte d'Ivoire, a été offert au président italien, son épouse, et à toute la délégation italienne par son Excellence Alassane Ouattara, en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, du Premier ministre, chef du gouvernement, du grand chancelier de la République de Côte d'Ivoire, des présidents des institutions, du ministre directeur du cabinet présidentiel, de la secrétaire générale de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, du clergé, des membres du gouvernement et de la délégation italienne. Après l'allocution du chef de l'État de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, et celui du président italien Sergio Mattarella, un toast levé par les chefs d'État comme pour ouvrir ce dîner offert dans la salle des pas perdus de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Et à cette occasion, le président italien Sergio Mattarella a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national de Côte d'Ivoire par le grand chancelier de la République de Côte d'Ivoire. Quelques photos souvenirs ont marqué ainsi cette belle soirée ivoiro-italienne qui clôture aussi la fin de séjour en Côte d'Ivoire du président italien Sergio Mattarella, qui était accompagné de son épouse et une forte délégation italienne pour une visite officielle dans un pays ami de l'Italie, la Côte d'Ivoire, marqué par le sceau d'une amitié entre son Excellence Alassane Ouattara et son Excellence Sergio Mattarella. Nous allons en Guinée pour voir un tout petit peu aussi ce qui se passe dans ce pays présidé par son Excellence Mamadi Doumbouya, président de la République de la Guinée-Conakry. Des Chinois ont les yeux rivés sur la Guinée-Conakry, des consortiums pour ne pas dire des grandes entreprises chinoises, à l'exemple du groupe China Brown, qui a séjourné à Conakry et reçu par le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya. À Conakry, Charlotte Abdoulaye nous fait un reportage aux côtés de Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolé à la post-production. Le président de la République de Guinée, le général Mamadi Doumbouya, a accordé une audience à M. Wu Wangming, président du groupe China Baowu, le vendredi 12 avril 2024 au palais Mohamed V. La délégation conduite par M. Wu Wangming, président du groupe China Baowu, a été introduite auprès du président de la République de Guinée, le général Mamadi Doumbouya, par le président du comité stratégique de suivi du projet Simandou, également ministre directeur du cabinet de la présidence, M. Djiba Diakité. Les échanges ont porté sur divers aspects, tels que la création d'emplois pour les jeunes Guinéens, la garantie juridique des accords signés et le respect des normes environnementales. Le chef de l'État guinéen, le général Mamadi Doumbouya, a réaffirmé sa détermination à assurer le succès de ce projet pour le bien-être de la nation, a indiqué au sortir de l'audience le ministre secrétaire général et porte-parole de la présidence de la République de Guinée, le général Amara Camara. Le groupe Bao, mais cela c'était dans la continuité des travaux qui ont été déjà faits. Vous vous souviendrez qu'il y a exactement 2 semaines, avec les partenaires industriels, on a achevé le closing après 2 années de lourds et intenses travaux. Et c'était sous la vision et même les orientations du chef de l'État que ce travail a été rendu possible. Donc c'était l'occasion pour le groupe Bao de venir réitérer
au chef de l'État clairement la volonté ferme du groupe BAO de respecter ses engagements, de faire les travaux conformément aux engagements qu'ils ont pris, mais également remercier l'excellence de la vision du chef de l'État par rapport au projet Simandou et lui dire tout le respect et tout l'honneur qu'il les a fait en permettant au groupe BAO effectivement de prendre place à la table des industriels. Vous vous souviendrez que le groupe BAO est effectivement le plus grand groupe mondial en matière de fer. Donc c'est également un honneur et un plaisir pour le président de recevoir ce groupe. Et l'occasion a été mise à profit effectivement de parler stratégiquement de ce grand projet, mais également saluer et remercier l'excellence des relations entre les deux pays. Et chacune des parties a mis le moment à profit pour réitérer encore une fois les engagements fermes que le projet Simandou va se passer conformément à tout ce qui a été mis sur le papier et pour le bonheur de chacune des parties. M. Wu Wangming, président du groupe China Baowu, a loué les efforts du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées, pour faire aboutir ce gigantesque projet. La rencontre avec son Excellence, Monsieur le Président, donne un grand élan pour le projet Simandou. Sous l'implication du président de la République, nos travaux préliminaires ont bien progressé. C'est un moment crucial pour la continuation du projet. La rencontre avec Monsieur le Président a été un énorme coup de pouce pour le projet Simandou. Ce projet est un projet que nous sommes déterminés à réaliser au profit du peuple guinéen. C'est aussi un coup de pouce pour le développement social et économique de la Guinée. Ce projet a joué un rôle important de la promotion des échanges amicaux et de la coopération entre la Guinée et la Chine. Sous la vision et le leadership du président de la République de Guinée, le général Mamadi Doumbouya, la Guinée est sur le point d'inaugurer une nouvelle ère de prospérité et de développement avec le projet Simandou. Grâce à un engagement sans faille envers la transparence, la responsabilité sociale et environnementale, ce projet promet de transformer positivement la vie des Guinéens et de contribuer au développement durable du pays. Nous restons du côté de l'Afrique centrale avec le Congo-Brazzaville, présidé par son Excellence Denis Sassou Nguesso, chef de l'État du Congo. Au Congo-Brazzaville, les présidents Denis Sassou Nguesso du Congo et son homologue du Kenya renforcent la collaboration entre leurs pays. Reportage Raoul Sankoué, Jean-Richard Gozo, Séverin Tchatchoa et Marcel Bassolé. Suite à la signature en septembre 2018 de l'accord régissant cadre sur la coopération entre le Congo et le Kenya, les deux pays ont manifesté leur désir de renforcer davantage leurs relations d'amitié et de fraternité par des visites réciproquement des délégations ainsi qu'en organisant des rencontres au plus haut niveau de l'État. C'est dans cette perspective que le président du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a eu des discussions fructueuses avec son homologue kenyan, son Excellence William Ruto, le lundi 27 mai 2024, sur des sujets tels que la coopération bilatérale et le changement climatique. Lors de cette entrevue, le président congolais a officiellement convié le président du Kenya à assister au sommet sur la déforestation et le reboisement qui se tiendra du 2 au 5 juillet 2024 à Brazzaville. De plus, lors de sa dernière visite d'État au Congo, du 7 au 9 juillet 2023, les chefs de l'État Denis Sassou Nguesso et William Ruto ont démontré la vitalité de la coopération entre les deux pays en signant plusieurs accords dans différents domaines, tels que la politique, la diplomatie et l'économie. Parmi ces accords, on retrouve le mémorandum d'entente dans les domaines du pétrole et du gaz, ainsi que dans celui de l'agriculture et de l'élevage. Lors de leur échange d'environ 1 heure, les deux dirigeants ont souligné l'importance de concrétiser ces différents accords au bénéfice des peuples congolais et kenyans. Un autre sujet abordé par les deux chefs d'État, c'est le développement durable en Afrique, en lien avec la tenue en Nairobi des réunions annuelles de la Banque africaine de développement. Nous allons faire un tour du côté du pays du général Mohamed Idriss Déby Itno, à savoir le Tchad. Une délégation de Sogea Satom a été reçue par le chef de l'État tchadien, le général Mohamed Idriss Déby Itno, à N'Djamena. Reportage Raoul Sankoué, Ousmane Koulibaly.
Le président de transition, président de la République du Tchad, chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a reçu en audience une délégation de Sogea Satom, conduite par son président, M. Frédéric Bernadette. L'audience a principalement porté sur l'évolution des différents chantiers menés par Sogea Satom. Ce fut également l'occasion de faire le point sur les projets réalisés et de planifier les étapes à venir, garantissant ainsi que les projets avancent conformément aux attentes du gouvernement. On travaille sur les voiries d'Njamena, sur Madjendafa, on est sur Faya Larjo, on est sur la route de Kelopala, on est sur le ministère des Finances, Boussi-Rali, on a beaucoup de chantiers en cours. C'était pour faire un état d'avancement de nos projets et de partager l'avancement des projets que nous avons en cours sur le Tchad, histoire de se rassurer sur l'avancement et de confirmer nos engagements devant les autorités tchadiennes et le peuple tchadien. L'ampleur des chantiers reflète que ça bouge beaucoup au Tchad en ce moment et qu'il y a beaucoup d'infrastructures qui se construisent et c'est bien pour le pays et c'est bien pour le peuple tchadien. La délégation a aussi informé le chef de l'État tchadien, le général Mahamat Idriss Déby Itno, d'une mission en septembre prochain à N'Djamena du MEDEF international, un événement significatif pour le secteur des affaires et le développement économique du Tchad. À en croire le président de Sogea Satom, en matière d'exécution des travaux tels que la construction des routes, des bâtiments et des ouvrages de franchissement, la société française Sogea Satom est un maître d'œuvre incontesté au pays de Toumaï. Le MEDEF international représente l'ensemble des entreprises françaises qui travaillent à l'étranger. Et c'était pour parler d'une future mission qui aura lieu au mois de septembre certainement à N'Djamena où nous allons faire venir des représentants d'entreprises françaises, des potentiels investisseurs sur le Tchad pour discuter de marchés à développer conjointement entre les autorités et les acteurs économiques du Tchad et les acteurs économiques français. À travers ce partenariat, le Tchad continue de travailler à améliorer ses infrastructures essentielles à son développement économique et social. L'implication directe du chef de l'État témoigne de l'engagement du Tchad à réaliser ses objectifs de développement durable et à renforcer sa position sur l'échiquier régional et international. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique tout-terrain, ici pas de coupure d'électricité, ici pas de coupure Internet, ici pas de coupure de tout. Nous sommes en Côte d'Ivoire, le pays dirigé par son Excellence le président Alassane Ouattara. Une personnalité politique de très haut vol, comme j'ai pour habitude de dire, qui parle peu, moins de discours, et surtout qui pose des actes, et des actes dont toute la planète s'en est rendue compte à l'occasion de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On a vu le développement vertigineux de la Côte d'Ivoire. C'est de cette Côte d'Ivoire que nous allons parler, et surtout de l'agenda présidentiel. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a reçu en audience au palais présidentiel, au plateau, M. Jean-Marie Bockel, envoyé personnel du président de la République française, M. Emmanuel Macron. Une rencontre qui s'est tenue au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire le mercredi 21 février 2024, en présence du ministre directeur de cabinet présidentiel, M. Fidel Sarasso, ainsi que du ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara. La caméra de notre reporter spécial, Ousmane Koulibaly, a entériné ces très belles images. Le reportage, Ousmane Koulibaly, Raoul Sankoué. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, s'est entretenu ce mercredi 21 février 2024 au palais présidentiel du plateau à Abidjan avec M. Jean-Marie Bockel, envoyé personnel du président de la République française, son Excellence Emmanuel Macron. Au centre des débats, la coopération militaire de la France avec les pays africains qui jusqu'ici consistait dans une large mesure à la présence des bases militaires françaises en Afrique. Désormais, la coopération militaire française prendra une autre forme. Nous avons eu avec le président de la République un échange à la fois très, pour nous, très marquant. Le président a pris le temps, bien sûr, de nous écouter, mais aussi de nous parler, de nous donner sa vision sur à la fois son pays et l'environnement régional. À la fois
les perspectives, mais aussi les soucis, les problèmes auxquels forcément on est confronté. Nous avons, dans cet esprit bien sûr, et dans cet échange riche, eu l'occasion de saluer la qualité de la relation entre la France, et la France aussi comme partenaire européen avec les autres pays européens ici présents. Et c'est quand même une relation qui, y compris au niveau de l'engagement français, des investissements français, de nos entreprises, a fortement augmenté ces dernières années. Et le partenariat militaire et sécuritaire se situe dans ce contexte. Et nous avons évoqué les perspectives de ce partenariat en matière de sécurité, et qui sont dans l'esprit, et je crois que c'est le plus important, des perspectives d'accompagnement, du renforcement de la force militaire souveraine de la Côte d'Ivoire. Monsieur Jean-Marie Bockel, envoyé spécial du président de la République française, a réaffirmé la nécessité de poursuivre les échanges et le dialogue avec les autorités ivoiriennes sur les enjeux militaires et sécuritaires pour aboutir à un accord sur un nouveau partenariat militaire et sécuritaire entre la Côte d'Ivoire et la France. Il est à noter que le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, et le ministre directeur du cabinet du président de la République, M. Fidel Sarasoro, ont pris part à cet entretien. Nous allons aller en RDC, le pays du grand Mopao. La RDC fera partie de cette compétition, la CAN Total Energy 2023. Et nous avons décidé d'ouvrir un grand format avec un monstre sacré de la musique au départ de Kinshasa, même si les racines sont un tout petit peu cubaines avec la rumba. Un monstre sacré qui pratiquement bouleverse la planète par ses rythmes, ses compositions alléchantes. Il est celui que nous avons retenu pour parler de la RDC, qui sera elle aussi présente ici même en Côte d'Ivoire. C'est lui qui est l'objet de notre grand format. Pour ce grand format, tout en vous présentant les boissons officielles de la CAN, à savoir ce champagne sans alcool, et celui-là qui est alcoolisé, ça veut dire qu'on a pensé à tous. Buvez avec modération le champagne alcoolisé, et sans modération, celui qui est sans alcool, je préfère celui-là quand même. Alors, vous voyez, tout a été fait, tout a été, c'est-à-dire les petits plats dans les grands pour réserver un accueil chaleureux à toute la planète foot, ainsi que tous les admirateurs de ce sport devenu planétaire, le football. Vous écouterez ce monsieur, le grand Mopao, Koffi Olomide, parler de la Côte d'Ivoire, parler du président Alassane Ouattara et donner ses pronostics pour la CAN. Ça fait marrer. Je vous retrouve juste après. La grande star africaine de ces 4 dernières décennies, le grand Mopao, a rendu une visite fraternelle dans une ambiance très détendue à son frangin Constieka, dans les bureaux de CNN Télévision à Abidjan, le 30 décembre 2023. Des moments intenses de grandes retrouvailles. Frère, dans le bureau de CNN, Constieka, le Larry King du continent, frère, le Larry King. Oh. Ensemble, les deux légendes, l'une de la musique africaine et l'autre de la télévision moderne en Afrique, ont évoqué des souvenirs inoubliables, allant de la prestigieuse salle de l'Olympia à la mythique salle de Bercy, en passant par le Zénith de Paris. C'est alors que Koffi Olomide a révélé quelques secrets qui entourent son succès planétaire et la contribution professionnelle de son frangin Constieka, le roi de la télé. Parlant du mythique spectacle historique de Bercy, il y a 23 ans, voici quelques révélations des coulisses. Je le dis devant la caméra pour la postérité. Voilà. Quand je fais ça... Franchement, laisse-moi te parler. C'est sa conception à lui. Le premier journaliste africain à Bercy. À l'époque, Bercy, c'était un mystère. C'est-à-dire que tu avais peur de ça comme le sud du Niagara. Aujourd'hui, je banalisais ça. Sachez qu'en 2000, je vous dis en 3 mois, on a fait Bercy. D'abord, on a fait l'Olympia. Ensuite, le Zénith.
Et Kofi me dit... Et nous n'avions pas TikTok, ni Facebook, il n'y avait rien. Ni machin. Et on ne fait même pas les, pas les moyens. J'ai même dit à Kofi, va te maquiller. Parce que faire ça aujourd'hui... Il a refusé le maquillage. C'est devenu un jeu. On ne va pas aller dehors, mais tout le monde est au courant. Mais nous, on s'est battus. Il faut que le peuple le sache une bonne fois pour toutes. Et c'est le premier Africain dont on a ouvert le journal de 20 heures. La première fois, Antenne 2 devenue France 2, avec Séguillon, ouvre le journal pour parler de ce monsieur. C'est un Bercy historique. Ça ne sert à rien de me regarder, regardez plutôt vers le haut. Tout le monde, les yeux au ciel, c'est Dieu qui vous offre Kofi ce soir. Regardez vers le haut. Monsieur Olomide, Kofi Olomide, il a vaincu l'Olympia, il a explosé le Zénith. Et ce soir, Kofi Olomide viendra du ciel vers le haut. Kofi Olomide, la première star africaine à convaincre Bercy. Kofi Olomide, Kolo Lupemba. C'est pour la toute première fois de l'histoire. Seul à l'affiche, regardez vers le haut, Monsieur Olomide. Bonsoir à tous. Monsieur Olomide, il a décidé de convaincre. Bonsoir les filles. Pour la toute première fois, Kofi Olomide, le seul garçon à faire Bercy. Kofi Olomide est plus que prophète en son pays. Originaire de l'ex-Zaïre, il est un musicien reconnu sur tout le continent africain noir. Pour le qualifier, on utilise les surnoms de Papa Bonheur, Papa Sucre ou encore de professeur des élèves, voire de Tino Rossi africain. Il est entouré de sapeurs, membres de la SAP, S-A-P-E, Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Disons que ce sont des costumes brillants, chics et chers, auxquels Michel Monpontet et Madi Diawara n'ont pas été insensibles lors du concert unique que Kofi Olomide a donné à Bercy, à Paris. Autant commencer par une présentation pour éviter tout blabla du roi Black. Lui, c'est Anelka, le transfert le plus cher de l'histoire du foot et de la musique en Afrique, c'est lui. Et lui, c'est pas Antenne 2, mais c'est CNN, comme la chaîne de... Personne. Voilà, c'est le rap. Personne, ouais. Et là, lui, c'est Rick Hampton, Eric Tutsi, donc le prof de chant. Chante un petit bout. Depuis 3 semaines, venus de Kinshasa, ils vivent autour du roi Kofi dans cette salle de répétition. Leur défi, transformer Paris en capitale du Congo, une nuit durant. Dans 24 heures, ce sera Bercy. Et pour la première fois, une star africaine qui va tenter de remplir les 20 000 sièges. Le tout sans avoir jamais fait la moindre émission de télé en France, ni la moindre couverture de magazine. Ce sont elles, les femmes africaines qui l'ont élu roi, roi de cœur bien sûr. Bercy, 23h, les femmes et la mode africaine ouvrent le bal comme un hommage, voire une invitation. Kofi Olomide, lui, dans sa loge, a revêtu son pantalon de diamants et argent, prix 47 000 francs. Le luxe comme un pied de nez. Et dans la salle, les Kofiettes font monter le thermomètre. Kofi, à la descente comme ça. Retour en loge, c'est l'instant de gloire du maître de cérémonie. Parce que moi j'annonce, je demande au public de regarder. Il est là ce soir. Il est 1h30 du matin. Et quand tu sens que tu commences à voir le public, c'est comme ça les mains. Là c'est mieux. Devant 20 000 fans survoltés, la fusée Kofi peut atterrir. Paris réussi. Le concert s'est achevé à 6h du matin, quand on vous dit que les absents ont toujours tort. Dans ses élans de générosité, Kofi Olomide a remis des espèces sonnantes aux techniciens de CNN Télévision pour les encourager, en les félicitant pour le travail abattu, tout en leur souhaitant joyeuses fêtes de fin d'année. Alors je souhaite le meilleur à Kansi, mon frère. Je lui souhaite une année 2024 meilleure que la 2023. Je souhaite que CIN continue d'être cette institution, ce modèle, parce que les gens regardent de loin. Ils font la fine bouche, mais ils savent que Konsti Eka, quand il initie un truc, c'est toujours un succès. Moi, je vous remercie de lui être fidèle.
Même quand vous n'avez pas encore mangé, il est 13 h, restez fidèle. Vous comprenez, non? Même quand vous n'avez pas mangé la nuit, le jour d'avant, restez fidèle. Ce gars est un grand monsieur. Regarde-moi Koffi Olomide, le patron de la musique congolaise. Je suis venu là comme en pèlerinage. Parce que c'est dur de vivre avec... quand Consti te tourne le dos, c'est compliqué. Ce gars, je vous le dis, c'est compliqué. Moi, je l'aime, mais j'ai mes petits ratés, tout ça, machin. Bon, lui, c'est... Tu vois, non? Donc voilà. Mais on s'appelle frangin. On s'appelle frangin et on se doit que l'amour. Voilà. Moi, j'aurai toujours besoin de toi, Consti. Voilà. Et lui, c'est le fidèle des fidèles. Le grand Mopao Koffi Olomide n'a pas manqué de marquer son étonnement sur le développement vertigineux et exemplaire de la Côte d'Ivoire sous la conduite du président Alassane Ouattara, dont il salue les œuvres en lui présentant ses vœux de bonne année 2024. Alassane Ouattara, exemple pour l'Afrique. J'arrive à l'aéroport là, le rond-point là, pour quand tu arrives de Marcory, quand tu quittes Marcory pour tourner là, je vois des bétons, des barres de fer. Et on va faire, comment ça s'appelle? Et dans la foulée, on me dit, mais dans tout le pays, c'est comme ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu peux aller jusqu'à, comment ça s'appelle la ville à non, même Korogo, là. On peut quitter ici, la route est là, quoi. Non, président, ça, vraiment respect. Excellence, monsieur Alassane Ouattara. Respect. Je souhaiterais que vous deveniez le président de l'Afrique. Parce que ce que je vois en Côte d'Ivoire depuis des années, et ça continue, ça mérite vraiment le respect, la reconnaissance de tous les Africains. Et les gens, quand ils ont une invitation en Côte d'Ivoire, se battent, annulent tout pour y être. Je ne sais pas si vous le savez. Mais musiciens, là, ça dit tout le monde voulait être là. Chacun voulait vendre sa parcelle, tout ça. Parce qu'on devait faire le jour de l'an à Abidjan. Parce que monsieur, son excellence, M. Alassane Ouattara a fait en sorte que Abidjan continue d'être le cœur de l'Afrique. Encore une fois, respect et excellence. Au sujet de la CAN 2023 qui débute le 13 janvier en Côte d'Ivoire avec la participation de la République démocratique du Congo, son pays d'origine, voici le pronostic de Koffi Olomide. Naturellement, la RDC, la Côte d'Ivoire elle-même, c'est le pays de mon cœur. C'est le pays qui m'a lancé. Ça a commencé ici, avec Consi, Djira, tout ça. Mais le Congo aujourd'hui, c'est imbattable. Ah bon? Ah oui, tu sais là. Quelques noms de stars du football du Congo? Moi, je donne pas. Sinon, si je te donne des pistes, tu vas instruire l'entraîneur ici pour qu'on bloque les joueurs. Je ne te donne pas les pistes. Je ne te donne pas. Mais moi, je te promets, si on ne gagne pas, on sera vice-champion. Ça, c'est le pronostic. De Koffi Olomide. Ouais. Les seuls qui peuvent nous battre, c'est peut-être le Maroc ou l'Algérie. Ainsi s'est achevée cette visite de courtoisie du grand Mopao à son frère Consti Eka, président directeur général du groupe Média, CNN Télévision, Radio Voltage 2, C-Web Info. C'est terminé pour cette émission Consti Eka All Week News, tout en vous remerciant d'avoir pris de votre temps pour regarder ce programme d'information vraie. Et n'oubliez pas, toutes les rediffusions sur votre petit écran et 24 h sur 24 sur les www.cnntv.ci et en replay sur www.cwebinfo.net. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Désormais, il est permis à chacun d'aller de ses commentaires. Au moins, ils auront vu ce que c'est que la Côte d'Ivoire du président Alassane Ouattara, qui en une décennie a transformé ce pays et comme vous l'avez tous admiré. Restez sur votre petit écran et n'oubliez pas la rediffusion de cette émission. Je suis Consti Eka. Au revoir.